Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans ce podcast. Aujourd'hui, nous avons Coralie avec nous. Bienvenue Coralie. Comment vas-tu aujourd'hui? Merci. C'est plutôt un jour avec, donc on va dire que ça va. Tant mieux. On en profite un peu, mais pas trop ces jours-là. C'est Est-ce ça. que tu peux te présenter aux personnes qui vont éventuellement nous écouter? Bon, alors comme tu l'as dit, je m'appelle Coralie, j'ai 30 ans, j'ai plusieurs pathologies chroniques, une quinzaine à peu près, ça fait beaucoup. J'ai autant de pathologies physiques que de pathologies psychiques. Et j'ai des diagnostics qui ont commencé depuis mes 19 ans. Et donc maintenant j'en ai 30 et j'ai eu mes derniers diagnostics il y a quelques semaines. D'accord. Et sinon, dans la vie de tous les jours, de base, j'étais professeure de français en collège. Ça se passait plutôt bien avec mes élèves, mais c'était assez compliqué physiquement de tenir le coup. Donc, actuellement, je suis sur un travail administratif. On m'a reclassée et ça se passe mieux, physiquement du moins. Après, c'est plus un travail alimentaire qu'un travail passion. D'accord. Et comment ce parcours a commencé pour toi, tous ces diagnostics? À Au l'âge de niveau médical, 30 ans? Oui, au niveau médical. alors ça a commencé par un diagnostic de trouble du comportement alimentaire. Sachant que au niveau des douleurs physiques, je les ai depuis que je suis enfant, mais ça s'est vraiment aggravé, à l'âge adulte. Donc le premier diagnostic que j'ai eu, c'était un diagnostic d'anorexie restrictive à mes 19 ans, suite à une rupture amoureuse. Je me suis retrouvée avec ce diagnostic qui m'a collé à la peau pendant de très nombreuses années. J'ai été très bien prise en charge à ce niveau-là par un médecin généraliste qui avait aussi la casquette de nutritionniste et heu Et c'est vrai que ça a été, une prise en charge très adaptée dans le sens où il était, vraiment, il était pas psychologue, mais, il en avait vraiment l'étoffe, donc c'était vraiment appréciable et on a débloqué pas mal de choses et puis, finalement, je me suis retrouvée, de fil en aiguille à devoir déménager de la ville dans laquelle j'habitais et dans la ville dans laquelle il exerçait et ensuite, du coup, je me suis, retrouvée à chercher d'autres praticiens. C'est important aussi d'avoir un lien de confiance avec son médecin et de trouver aussi des professionnels qui vont être vraiment à l'écoute et nous accompagner dans ce cheminement. Quel a été pour toi ton parcours d'endométriose? Alors mon parcours d'endométriose, il a été très chaotique. Parce que j'ai eu, des règles qui ont été très douloureuses dès le début. J'avais 10 ans et 11 mois, c'était, le dernier jour des vacances de CM2, enfin non, le premier jour de vacances de CM2 pardon, les et donc le dernier jour de de mon enfance. Je me suis retrouvée avec des règles très irrégulières dès le départ, très, très douloureuses. Ça a commencé comme ça, de fil en aiguille, les années passant, j'ai jamais eu de contraception parce que j'en ai jamais eu besoin. Donc je me suis retrouvée avec, des douleurs qui se sont intensifiées, qui se sont rapprochées aussi puisque j'ai eu des crises qui n'étaient pas que pendant les règles. J'avais aussi une ovulation très difficile, j'avais, entre l'ovulation et entre les règles, j'avais aussi des crises de douleur qui venaient un peu comme ça au compte-gouttes, comme elles voulaient. Et j'ai été diagnostiquée il y a 1 an à peu près, d'une endométriose profonde et d'une adénomiose, donc les 2. Là, actuellement, les crises, elles sont quasiment quotidiennes. On avait essayé quand j'ai eu 24 ans, l'implant. Ça a été une catastrophe. Les douleurs étaient toujours très vives et j'avais des saignements tous les jours. Et là, actuellement, j'ai un traitement, par injection. On a essayé 3 mois, mais c'est la catastrophe donc donc du coup, on va pas le reconduire, je pense.
Là, j'ai un rendez-vous téléphonique avec le centre expert de l'endométriose à Paris. C'est le 9 novembre, je crois. Non, c'est un week-end, le 6 novembre. C'est le 6 9 novembre novembre, c'est et un on va voir ce week-end. qu'on fait. Le 9 novembre, c'est un Oui, week-end. voilà, c'est ça. Donc, c'est le 6 novembre. Je suis aussi sur Paris pour voir mon professionnel. D'accord. Et quand tu dis que ça n'a pas été, ça a empiré tes symptômes? Oui, ça a Empiré. empiré et puis sur l'imagerie, on ne voyait rien. On a commencé à voir des choses il y a seulement quelques mois D'accord, ok. parce que j'ai passé toutes les échographies de la Terre depuis que je suis petite parce qu'on pensait à chaque fois j'avais des kystes au niveau de l'ovaire droit. Donc à chaque fois, on pensait que j'avais l'appendicite, donc on faisait tout le temps des échographies, il y avait rien du tout. On me disait que j'étais trop douillette, que c'était pas possible d'avoir aussi mal. Heu, les IRM, j'en ai passé un paquet aussi, à chaque fois, il y avait rien du tout. Et là, ça fait la première IRM qui a révélé quelque chose, c'était il y a 1 an et demi, donc j'avais 28 ans et quelques. Ça fait tard pour des règles qui ont commencé à 10 ans et 11 mois. C'est C'est vraiment, plus de la moitié de ma vie à souffrir, quoi. c'est vraiment un long parcours, c'est des années d'errance. Et comment tu t'es sentie au niveau de ton entourage? Est-ce que tu as été soutenue ou pas du tout? Est-ce que tu t'es sentie seule? Comment ça s'est passé pour toi? Par rapport à l'endométriose, je n'ai jamais trop été soutenue parce qu'on pensait, comme disaient les médecins, que c'était dans ma tête, que c'était pas possible de souffrir autant. Et puis, il y a le cliché de, «Ah bah oui, tu as des règles douloureuses». Oui, bon, en même temps, les règles, ça fait mal, donc voilà, c'est pas ça peut pas être plus grave que des règles classiques. Oui. Et finalement, bah oui, ça l'est. Est-ce que pour toi, l'endométriose et l'adénomiose ont eu un impact au niveau de ta vie professionnelle aussi? Comment tu l'as vécu? Quand même, oui, parce que c'était compliqué quand j'étais en collège. J'étais obligée de prendre des médicaments, tout le temps pour essayer de pas me retrouver à devoir partir, en courant de la classe pour aller, ou aller aux toilettes ou de pas être obligée, pareil, mais quand même quand j'avais mes règles, de pas avoir de fuite parce que, si ça se voit, c'est un peu la honte quand même. Quand c'est un élève, déjà l'élève, elle se sent pas bien en classe, mais en plus, si c'est la prof, ça la fout mal. Tout à fait, je comprends tout à fait. C'est vrai que l'adénomiose, on a tendance à avoir des règles abondantes, un peu hémorragiques. En tout cas, c'est mon cas. Elles sont plus longues. Très Voilà, hémorragique, ouais. attention. Et c'est vrai que moi, avant, je n'ai jamais eu de fuite. Et c'est récemment où j'en ai eu. Et pourtant, je vais souvent faire attention aux toilettes, à changer, voilà, à me changer. Mais voilà, l'adénomiose, ça a aussi changé ma vie. Du coup, je suis plus vigilante face à ça. Mais il faut le prendre en compte aussi. On en avait parlé dernièrement, mais il me semble que tu as été diagnostiquée d'une maladie qui me concerne aussi. Est-ce que tu souhaites en parler? Oui. C'est laquelle? Le M. Oui, d'accord. Quel était... Moi, c'est pareil, j'ai été diagnostiquée récemment. Et qu'est-ce qui a déclenché cette maladie pour toi? Alors, l'encéphalomyélite myalgique, c'est, une pathologie qui, a priori, me colle à la peau depuis assez longtemps. J'ai été diagnostiquée il y a quelques semaines seulement. C'est un syndrome normalement post-infectieux. En retraçant l'historique avec l'interniste qui m'a diagnostiquée, on s'est rendu compte que, des infections, j'en ai eu un paquet depuis même l'enfance. Donc, d'après lui, ça remonterait vraiment à très, très loin. Et en fait, ce qui a fait vraiment flamber, cette pathologie chez moi, ça serait quand même les vaccins contre le Covid. D'accord. Et comment Mais, tu as fait voilà, pour j'ai eu te pas mal d'infections. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, je disais, j'ai eu pas mal d'infections, notamment une grosse mononucléose quand j'avais 19 ans. Cette mononucléose, qui m'avait poussée à l'époque à consulter une interniste qui avait dit que oui, effectivement, j'avais une fatigue chronique un peu résiduelle. Mais à l'époque, l'encéphalomyélite myalgique était assez méconnue finalement.
Pourtant, ça fait des années qu'elle est reconnue par l'OMS, mais en France, on est un petit peu à la traîne sur pas mal de pathologies, y compris Effectivement. l'endométriose d'ailleurs. Et comment tu as été diagnostiquée? Est-ce que tu as fait un examen particulier? Est-ce que tu as un traitement du coup? Comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai un TEP IRM cérébral à passer en 2025. Le médecin m'a dit ce sera un examen qui normalement devrait révéler quelque chose qui fait que, bah, en fait, tous les médecins que vous allez croiser ne pourront plus remettre en question cette Oui. pathologie-là chez vous. Je l'ai pas encore passé, donc voilà, je ne peux pas dire si ça va effectivement révéler quelque chose ou non. Il m'a dit qu'il y avait des cas où ça ne révélait rien du tout, mais que voilà, ça valait le coup quand même d'essayer. Au niveau du traitement, j'ai une liste assez longue, notamment de compléments alimentaires pour essayer de garder la pêche, ou du moins de la retrouver. Pour essayer de limiter au maximum les malaises post-effort, dans la mesure où, bah, à l'heure actuelle, j'en fais quasiment tous les jours, puisque bah, j'ai quand même une activité professionnelle, chose qui n'est pas très recommandée pour pouvoir mettre en place des pauses régulières. Au travail, c'est très compliqué. C'est un peu Ah, le même problème que devoir courir aux toilettes, quoi. C'est le passing est compliqué à mettre en place quand on travaille. c'est ça. Parce qu'il m'a dit 2 pauses le matin, une pause le midi, 2 pauses l'après-midi, 2 pauses la soirée. Du coup, j'étais là, bah, en gros, je travaille plus. Alors le passing pour celles qui vont nous écouter, c'est d'aller se reposer, de s'allonger sans stimuli dans le noir, voilà, de fermer les yeux, pas forcément de dormir, mais voilà, de se reposer pour recharger un petit peu cette batterie pour repartir. Et c'est vrai que moi aussi on m'a conseillé 2 pauses le matin, le midi, l'après-midi, le soir, avec une activité physique, enfin une activité on va dire de professionnel, voilà, c'est compliqué à intégrer. Il faut essayer de faire au mieux en fonction des cas et de soi. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Et du coup, C'est comment ça. tu gères ce passing? Est-ce que tu arrives à le mettre en place ou c'est encore compliqué pour toi? Ben, les jours où je travaille en présentiel, c'est impossible. Enfin, là, je revois le médecin des personnels le 25 novembre. Donc, je vais voir avec elle ce qu'elle en pense, enfin, si ça peut être adapté ou pas. Sachant qu'à mon travail, on doit pointer. Donc, on est obligé de pointer si on fait des pauses. Enfin, des pauses longues, du moins. Euh, on a des périodes dans la journée obligatoires sur lesquelles on doit travailler. C'est 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Donc, sachant que j'ai des journées normalement qui doivent faire 7 heures au travail. Et je fais des journées de 7 heures. Donc, sur ces 7 heures, est-ce qu'on peut vraiment mettre en place plus de 40 minutes de pause, en plus de la pause déjeuner? Je suis pas sûre. Oui, c'est pas évident. Et comment cette maladie t'impacte aujourd'hui au quotidien? Et quels sont tes symptômes pour toi? Tu nous as parlé des malaises post-effort. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Il y a une très grande fatigabilité du coup, même en dehors de ces malaises post-effort. Quoi que je fasse, derrière je le paye et par malaise post-effort, c'est pas forcément en ayant fait un effort violent. Ça peut être juste, être allé faire pipi, avoir préparé à manger, un truc, juste l'avoir mis, au four. Ça peut, avoir, parlé, 10 minutes avec une collègue du travail le matin sur, comment s'est passée ma soirée la veille. Ça peut être vraiment des choses insignifiantes pour quelqu'un qui va bien et des choses qui sont finalement, éprouvantes pour quelqu'un qui est malade. Tout à fait. Ça peut être aussi rien que s'habiller ou rien que prendre sa douche aussi. C'est ça. C'est Oui, j'avais oublié ces détails-là, mais c'est très des fatigant, petites oui. choses au quotidien qui, en fait, des fois nous paraît insurmontable. C'est voilà, c'est un peu les montagnes russes. C'est vrai que moi, personnellement, on se lève le matin et on se dit, bon, bah voilà, c'est une nouvelle journée, on sait jamais comment ça va se dérouler. Et des fois, ça va. Des fois, ça va moins bien et on doit s'adapter et vivre un peu au jour le jour et accueillir avec bienveillance, ben voilà, ces journées-là, ces moments-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager, que l'on n'a pas abordé? Une autre maladie peut-être Mmh. que tu as, qui a vraiment impacté ton quotidien, qu'on ne parle peut-être pas assez? Alors j'ai aussi,
Bon, parmi toutes mes colocataires, finalement, j'ai aussi une spondylarthrite ankylosante qui, pour l'instant, n'est pas soulagée, par le traitement que j'ai. C'est une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire qui touche, essentiellement les sacro-iliaques, mais qui peut, donc c'est les articulations, en bas du dos, mais qui peuvent, s'étendre, aux autres articulations, que ce soit les articulations du bas du corps ou du haut du corps. Moi, j'ai des douleurs également au niveau des cervicales, au niveau des jambes, au niveau, des genoux donc, des chevilles, des talons. C'est une maladie qui m'handicape au quotidien dans la mesure où, bah, de base, rester debout de manière prolongée, c'était compliqué. Là, rester debout ne serait-ce que 5 minutes, bah, c'est très compliqué, ça me tire vraiment, dans le bas du dos, dans les jambes. Rester assise de manière prolongée au travail, c'est très compliqué également. C'est une maladie qui se soigne, pour les personnes qui ont la chance d'y réagir, par anti-inflammatoire. Moi, j'en ai testé beaucoup, ça n'a pas été suffisant. Là, je suis encore sous anti-inflammatoire, mais en plus de ça, j'ai une biothérapie. Donc c'est un traitement par injection, qui peut se faire, soit à l'hôpital, soit chez soi, ça dépend des molécules. C'est un traitement immunosuppresseur, donc je suis très vulnérable aux infections, à tout ce qui est virus. Un simple rhume, ça peut dégénérer, en truc, carabinien à l'hôpital, quoi. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Au niveau social notamment, parce que les gens ne comprennent pas que: «Ah ben non, tu fais pas la bise, ah bah, tu manges pas forcément, en collectivité». Il y a plein de trucs, qui sont, bah, d'apparence, conviviaux, normaux, qui finalement, me sont compliqués et cette pathologie-là, oui, c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas trouvé de biothérapie qui me soulage vraiment. Donc je vais en tester une nouvelle là d'ici une quinzaine de jours. Cette fois-ci, ça sera par perfusion à l'hôpital. Donc je reste, motivée, confiante quand même parce que je me dis, «On va finir par arriver à trouver, le traitement qui va soulager, une partie de mes symptômes». Mais c'est vrai que, ouais, il y a des jours où on perd espoir quand même. Oui, je comprends tout à fait. C'est pas facile d'être positive, tous les jours, en fonction de ce qu'on ressent et puis, on a le droit aussi de des fois de ne pas, aller bien. On a le droit aussi de ne pas avoir le moral et il y a des jours, c'est comme ça. Parmi toutes ces maladies qui t'accompagnent aujourd'hui, laquelle pour toi a eu le plus, peut-être d'impact dans ta vie? Est-ce que c'est un petit pack qui fait que ça a eu un impact ou il y en a une plus que d'autres qui ressortent du lot pour toi? Longtemps, ça a été mes pathologies psychiatriques qui ont été compliquées, puisque j'ai passé de nombreux mois en clinique. J'ai testé, des dizaines de molécules qui m'ont fracassée, en fait. Parce que, bah, j'ai pris énormément de poids, j'ai fait les montagnes russes au niveau émotionnel, au niveau, humeur, à tout point de vue et et finalement, c'est ce qui se voyait le plus comme maladie alors que, bah, c'est le plus invisible, ce qui est à l'intérieur du cerveau pour le coup. Parce qu'il y a des éléments un peu biochimiques ou ce genre de choses qui sont, différents, des personnes, qui n'ont pas de maladie psychiatrique. Mais, mais finalement ça se voit parce que, ben, on est très, variable. Donc, oui, c'est plutôt ces maladies-là qui ont été visibles, du moins par mes proches. Au niveau physique, bah, c'est vrai que j'ai des aides au quotidien. Donc, ça a été pendant longtemps des béquilles, enfin une béquille parce que 2 béquilles, c'est trop galère. Donc j'en avais qu'1, après j'ai eu une canne, après j'ai eu un déambulateur. Maintenant, j'alterne entre le déambulateur et le fauteuil roulant. Donc c'est vrai que c'est finalement c'est un ces handi enfin ces handicaps invisibles sont devenus, visibles par la force des choses et pour autant, socialement, enfin pas socialement, mais dans la vie de tous les jours, quand on va une fois par an, faire deux trois courses dans un magasin, parce qu'on a besoin de quelque chose de spécifique qui ne peut pas se commander en ligne, les gens regardent de la tête aux pieds parce que: «Oh bah, tu as pas l'air si, handicapé que ça finalement» et malgré, le fait que tu aies un déambulateur à 30 ans.
qui est assez paradoxal, mais les gens se rendent pas compte en fait. Je pense que les gens, tant qu'ils ne sont pas confrontés ou ne le vivent pas, ont du mal à se mettre à la place des autres, en fait, à vivre ce que les filles ou d'autres personnes peuvent ressentir au quotidien au niveau des symptômes. Parce que c'est vrai que moi, des fois, on me voit dans la rue, bah, t'as l'air bien. Puis 2 heures après, bah, je suis couchée, je souffre, j'ai mal partout, je suis épuisée, j'ai plus d'énergie. Et c'est vrai que ça fluctue au niveau de mes journées, au niveau des heures aussi. Et c'est dur, je pense, pour les personnes qui ne le vivent pas de comprendre. C'est ça, puis de se le représenter, C'est ça, de se représenter vraiment ce qu'est un quotidien avec une ou plusieurs maladies chroniques. tout à fait, tout à Et fait. surtout l'aspect chronique, c'est juste ça qu'ils comprennent pas, parce qu'ils comprennent pas que il y a des jours où ça va aller bien et effectivement on va être capable de faire quelques trucs. Donc du coup, ah bah oui, à ce moment-là, t'as fait ça, 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 on te le ressort, on te dit ah bah à ce moment-là, t'as été capable d'aller à un concert, donc c'est que ça va pas si mal que ça. Ben en fait, à ce moment-là, j'ai mis en place plein de stratégies avant pour essayer de pouvoir y aller et derrière, bah, je l'ai payé, quoi. Non. Mais effectivement, je l'ai vécu positivement. Je me Obligé de suis retrouvée s'adapter. à profiter d'un moment de ma vie et bah, les gens, limite, ils te reprochent d'avoir profité, quoi. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, faut vivre pour soi. Des gens, il y a des gens qui comprendront, des gens qui ne comprendront pas. Il faut savoir s'entourer aussi de personnes positives, de ne pas hésiter à échanger avec des personnes qui ont les mêmes maladies chroniques pour peut-être moins se sentir seul, se sentir soutenu aussi. Puis c'est vrai que bah voilà, on se sent comprise. Des fois, ça fait du bien au moral d'échanger avec d'autres personnes qui ont ces mêmes pathologies que ces mêmes pathologies que nous. Est-ce que tu souhaites partager quelque chose d'autre aujourd'hui, des choses qu'on n'a pas partagées, évoquées? Bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a fait un bon balayage quand même de Sûr, oui. de pas mal de choses. Finalement, c'est vrai qu'on se retrouve aussi sur nos quotidiens et comme tu disais, c'est vrai que, ben, moi, c'est surtout sur Instagram que je trouve beaucoup de soutien de personnes qui ont les mêmes pathologies que moi, ou même d'autres pathologies d'ailleurs, mais des pathologies chroniques dans le un peu invisibles aussi et c'est vrai qu'on se rend compte que, bah, finalement, on est une énorme communauté à vivre, avec, ces colocataires, non désirés et on se retrouve, sur pas mal de choses et ça permet de dédramatiser puis de se rendre compte que, bah, on n'est pas seul, ça fait énormément de bien et ça fait du bien d'avoir, ses proches également parce que ces personnes qui deviennent proches, qui deviennent des amis parfois, ça fait énormément de bien, de pouvoir dire: «Ah bah tiens, on va se rencontrer dans la vraie vie, bah cette personne-là, elle va pas m'obliger à faire, une journée entière, plein d'activités, tout ça», Les personnes vont comprendre et puis si tu annules au dernier moment, c'est OK, pas de problème, repousse-toi, on se c'est verra ça. à un moment. Voilà, tout est dans la compréhension. Mais c'est vrai qu'Instagram, j'ai rencontré des personnes merveilleuses et voilà, n'hésitez pas à voilà, aller chercher les gens, les contacter pour échanger si vous en ressentez le besoin. Voilà. Moi, en tout cas, je suis disponible. Peut-être que Coralie est aussi ouverte à la discussion si vous en ressentez le besoin. Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, Coralie, si tu le souhaites, je mettrai une petite description de toi en bas de l'interview et puis peut-être ton compte Instagram. Comme ça, les personnes qui souhaitent te contacter ou échanger avec toi pourront directement te contacter. Oui, bien sûr, il y a pas de souci, avec plaisir. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et si vous souhaitez intervenir pour échanger, pour parler de votre parcours, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Merci Coralie pour ton temps, pour ton Merci partage à toi. et à bientôt. À bientôt.